Alice, est-ce que vous avez quelques petites réactions ? Oui, toute petite, minuscule. Vous êtes déjà invitée en Ardèche. Oui, mais ça, je vais y aller. D'abord, je pense que on le sait tous, mais on se le redit, c'est le sujet qui mérite une complexité, une finesse. On ne peut pas se catapulter des mots à la figure. Il faut évidemment rentrer dans le cas par cas. Vous avez évoqué les questions de formation, de management, les questions de l'analyse au cas par cas que vous faites, l'accompagnement dans une charte de bientraitance. Tout ça est quelque chose, à mon avis, de l'ordinaire de votre professionnalisme que je ne peux que saluer et auquel, bien sûr, je souscris. Peut-être que j'ai envie de réagir d'abord à ce qui a été dit sur l'idée que la bientraitance commence par les professionnels et qu'au fond, c'est d'abord en commençant par respecter et accompagner nos équipes que nous pourrons être dans la bientraitance avec les personnes. Alors, moi, je dirais pas ça. Je pense qu'il ne faut pas faire l'un puis l'autre. Il faut faire les deux ensemble parce que c'est un gagnant-gagnant. Il n'y a rien de plus attentif à la souffrance ou à l'impossibilité des soignants de faire leur job que des personnes, en fait. Quand vous interrogez des patients à l'hôpital ou des personnes en situation de handicap ou avancées en âge sur les professionnels qui les entourent, qui les soignent, etc., ils sont extrêmement lucides sur leurs difficultés, sur ce qu'ils peuvent ou non leur demander. Donc je ne pense pas qu'il faut faire ou l'un ou l'autre et l'un avant l'autre. Je pense qu'en fait, tout le monde grandit et tout le monde se sent mieux dans un environnement où on est respecté les uns et les autres. Ça me paraît une simultanéité importante, avec un risque, je crois, que vous connaissez, du moins que j'ai pu remarquer moi. C'est au fond le risque d'être embolisé par les plannings, par les projets, par les reportings en tout genre. Notre attention n'est pas infinie et nous avons une capacité, pour le meilleur de ce que nous voulons construire, de fabriquer des objets sociaux, de fabriquer des projets qui parfois nous épuisent en fait et nous empêchent d'être un tout petit peu présents à nous-mêmes, présents à la clinique. Un penseur disait récemment, un philosophe disait récemment dans la revue Esprit sur la fatigue, si le sommeil est réparateur, la fatigue est séparatrice. Donc là, il y a quelque chose pour nous et pour nos équipes, séparatrices des autres, mais séparatrices de même soi-même. On ne se reconnaît pas, en fait, quand on est complètement épuisé. Et c'est bien ça, moi, ce que j'ai vu avec des équipes pendant le Covid, c'est de ne même plus pouvoir se reconnaître dans les choses qu'on fait ou qu'on vous force à faire. Je dirais que je suis complètement d'accord, ça a été dit plusieurs fois, sur cette responsabilité de tous. C'est tout l'écosystème. On ne va pas pointer d'abord les EHPAD et aller encore une fois les EHPAD. Non, enfin, les écoles sont pointées du doigt. Et légitimement, et écouter les enfants en situation de handicap et leurs parents sur l'accueil de la différence à l'école. Et voyez que c'est un écosystème très difficile, et pas seulement sur le harcèlement entre jeunes. Ce serait malheureusement aller trop vite que de dire que c'est le seul problème. Mais regardez tout ce qui se passe au niveau des violences obstétricales à l'hôpital, toute cette dénonciation des jeunes médecins qui disent « nous ne voulons pas être gynécologues et faire accoucher des femmes comme ça ». Donc bien sûr que les EHPAD ne sont pas le seul lieu et que c'est tous les lieux d'inhumanité qu'il faut combattre. Je dirais que cette responsabilité de tous, je souscris parfaitement à ce qui a été dit plusieurs fois, c'est celle de l'institution aussi, du corps social. Et vous le verrez dans la définition de la maltraitance institutionnelle, on cite explicitement les régulateurs et les financeurs. Il n'y a pas de raison de dire institutionnel, c'est le directeur d'établissement ou le directeur du groupe un tel et un tel. Pas du tout. Il y a un système qui peut aller bien au-delà. On l'a vu par le passé. Je réagis à ce que vous avez dit tous et je suis bien placée pour être avec vous pas content du tout de ce projet de loi qui vient pas. Ça va pas cette affaire-là, ça va pas cet argent qu'on nous donne pas, qu'on n'arrête pas de nous annoncer, ça ne va pas tout ce travail que vous avez fait et qui n'aboutit pas et qui est repoussé des mois et des mois. Ça n'est pas respectueux de vous tous qui travaillez et qui avez travaillé sur ce sujet. Nous savons, ceci étant, que l'argent n'est pas toujours la seule clé. Je voudrais juste vous dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas invisibilité d'autres formes de maltraitance. J'ai cité le rapport de la SIAZ récemment. Les violences sexuelles sur les personnes âgées, sur les personnes en situation de handicap, ne sont pas des questions d'argent. On a des sujets qui débordent certaines formes de maltraitance qui nous viennent un petit peu de façon réactionnelle à l'esprit. Ah oui, mais si on pouvait former, si, etc. Tout à fait. Formons, accompagnons, régulons, mais sachons qu'il y a des formes de maltraitance qui sont quand même présentes et qu'il faut pouvoir regarder et réguler également.
réguler, c'est le rôle du management, c'est le rôle des cadres, c'est cette exemplarité, c'est cette présence, c'est cette bienveillance dont vous avez parlé, madame, avec les professionnels, c'est réfléchir avec elles, c'est être avec eux, bien évidemment. Et je voudrais aussi rebondir sur cette grande importance de ne pas laisser les non-dits s'installer. Tout à l'heure, je suis allée très vite quand je vous ai dit, quand on est victime de violence, quand on est mineur, on est surexposé à l'être à nouveau. Vous pourriez vous dire, bah oui, mais enfin bon, c'est pas du tout les mêmes circonstances. Ben, l'une des raisons pour lesquelles on est surexposé, c'est que quand on a connu la violence jeune ou petit, on pense qu'elle est normale et du coup on ne parle pas. Et quand à l'hôpital on attend où il se passe quelque chose ou un fait devant nous n'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe? La personne est prédisposée à ne pas avoir confiance et donc à ne pas tout simplement dire à l'interne, aux médecins, à l'équipe soignante, aux professionnels de travail social, j'ai mal. Je ne veux pas de ça, je n'ai pas envie de ça, parce qu'on pense qu'on ne sera pas entendu. C'est pour ça que je me suis permis d'insister sur cette vulnérabilité préalable, ne pas penser que les gens y mettent de la mauvaise volonté, qu'ils sont exprès dans un fantasme de persécution, mais parfois se dire le fatalisme, il est malheureusement la résultante d'une prédisposition ou d'événements de la vie antérieure. J'ai eu un rôle un peu sombre, et je vous prie de m'en excuser. C'est peut-être avec pas mal d'émotions que j'avais envie de vous restituer tous ces sujets et tout ce travail autour de la maltraitance. Mais ce travail sur la maltraitance ne veut rien dire si on n'est pas en création de sens ensemble et d'initiative. Pour ça, le mot-clé que je reprendrai, c'est celui de confiance. Donc on va avoir confiance. Merci.